Bonjour à tous et bienvenue sur Energia, l'émission de vulgarisation technique sur les moyens de production d'énergie. Et pour ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser aux centrales géothermiques. Ces centrales extraient l'énergie thermique de la croûte terrestre et peuvent soit l'utiliser pour le chauffage urbain, le chauffage de serre ou le chauffage de procédés industriels, comme le lavage de la laine ou la fabrication de la pâte à papier, ou alors transformer cette énergie thermique en énergie électrique, en passant bien entendu par l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Arrêtons-nous quelques instants sur le mot géothermie et faisons un peu d'étymologie. En grec, géo signifie la terre et thermos la chaleur. Cela désigne évidemment la chaleur de la terre, mais également les techniques qui visent à exploiter cette chaleur, les centrales géothermiques. Mais la question qu'il faut se poser, c'est d'où vient cette chaleur? La Terre est composée de plusieurs couches. Tout d'abord le noyau solide, de 1200 km de rayon, avec une température aux alentours de 5000 degrés Celsius. Ensuite, le noyau externe liquide à 4000 degrés Celsius, d'une épaisseur de 2300 km. C'est d'ailleurs le mouvement et la rotation de cette masse liquide qui est à l'origine du champ magnétique terrestre. C'est l'effet dynamo. Le manteau constitue la troisième couche, et pèse de 2250 km, et possède deux parties, inférieure et supérieure, allant de 3500 degrés Celsius à 1000 degrés Celsius. Pour finir, la croûte terrestre qui flotte sur le manteau, avec une épaisseur variant de 30 à 70 km. La transition entre la croûte et le manteau s'appelle la discontinuité de Moho, du nom du météorologue croate Andrija Morovičić, qui a découvert cette limite. Et si on prend le plus profond forage fait par l'homme, d'une profondeur de 12 km, cette transition n'a jamais été atteinte. Cela veut dire que tout ce que je vais expliquer par la suite se passe seulement dans la croûte terrestre, qui représente 1% du volume de la Terre, ce qui est peu, mais suffisant, et vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec cette petite couche de terre. Cependant, je n'ai toujours pas répondu à la question, mais d'où vient cette chaleur? Eh bien dans les roches qui composent la Terre se trouvent plusieurs éléments, comme l'uranium, le thorium ou le potassium, qui ont des atomes fissiles, et la chaleur vient de leur désintégration radioactive. Donc les centrales géothermiques récupèrent la chaleur provenant de la radioactivité naturelle du sol. Bien entendu, le lieu d'implantation des centrales est très important, car il faut savoir qu'en Europe, la température du sous-sol augmente de 3 degrés tous les 100 mètres en moyenne. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Et ce gradient peut varier selon les endroits. Si par exemple on prend une région volcanique, le gradient peut atteindre 10 degrés tous les 100 mètres, ce qui est plus intéressant vu qu'on aura moins à creuser. D'ailleurs, je vous conseille le site géothermie-perspective.fr qui possède une carte de France interactive qui vous permet de savoir s'il est intéressant de construire une centrale géothermique à côté de chez vous. Et bien justement, comment font les centrales géothermiques pour récupérer cette chaleur? Il existe tout d'abord plusieurs types de centrales. Les centrales géothermiques à basse énergie, qui consistent à forer jusqu'à environ 2000 mètres de profondeur pour trouver des zones aquifères profondes, autrement dit, de l'eau dans des roches poreuses et perméables, qui est ensuite pompée et utilisée dans un circuit de chauffage. Cette eau a une température variant entre 30 et 90 degrés Celsius. L'un des meilleurs exemples d'utilisation des centrales géothermiques à basse énergie est l'Île-de-France, qui chauffe près de 500 000 habitants grâce à un immense aquifère nommé le Dogger, qui date du Jurassique et qui s'étend sur 15 000 km² à 1700 mètres de profondeur sous Paris. Et la Maison de la Radio, qui est le siège de Radio France, fut le premier bâtiment à être chauffé grâce à la géothermie en 1963. Une fois que l'eau a délivré sa chaleur, elle est réinjectée dans l'aquifère par un autre forage, nommé puits d'injection, en opposition au puits de production et éloigné de ce dernier pour éviter le refroidissement de l'eau autour du puits de production. C'est grâce à cette réinjection que les centrales géothermiques sont renouvelables, car sans cela, au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. A noter que dans certains cas, l'eau n'a pas besoin d'être pompée, elle jaillit spontanément, car l'aquifère est sous pression. On appelle cela un puits artésien. Néanmoins, l'un des plus gros problèmes que rencontrent les centrales géothermiques est la corrosion, car l'eau est fortement chargée en minéraux, ce qui endommage prématurément les installations. Pour réduire l'impact de la corrosion et éviter de remplacer tout le réseau de chauffage, un échangeur de chaleur est mis en place entre le puits et le réseau. L'eau provenant du puits transmet sa chaleur à l'eau du réseau grâce à l'échangeur, limitant la corrosion à la centrale géothermique qui achète de son côté des éléments et de la tuyauterie plus chers mais plus résistantes à la corrosion. Maintenant, intéressons-nous au second type de centrale géothermique. Les centrales géothermiques à haute énergie. Cette fois-ci, le but est de trouver des aquifères très chauds, supérieurs à 150 degrés Celsius, de préférence dans une zone où le gradient géothermique est élevé, comme des régions volcaniques. Comme ça, on creuse moins, mais la profondeur de ce type de forage est généralement supérieure à 1500 mètres. À cette température, l'eau présente dans l'aquifère est sous forme de vapeur, qui remonte par le puits de production, faisant ainsi tourner une turbine, reliée à un alternateur, transformant l'énergie cinétique en énergie mécanique, puis en énergie électrique. La vapeur est ensuite réinjectée dans sa formation d'origine. Mais ce n'est pas ce type de fonctionnement qui est le plus développé, car rappelez-vous, on a toujours ce problème de corrosion, et changer une turbine, ça coûte cher. C'est pour cela qu'on utilise un autre fluide,
Dès que la vapeur arrive à la centrale, on la fait passer par un échangeur de chaleur pour qu'elle transmette son énergie thermique au fluide de travail du second circuit. Parfois, la vapeur à la sortie du puits de production est mise sous pression pour qu'elle soit dans son état liquide au niveau de l'échangeur de chaleur. Le fluide de travail se vaporise, puis se dirige vers la turbine qui transforme l'énergie cinétique en énergie mécanique, reliée à l'alternateur qui transforme cette énergie mécanique en énergie électrique. Le fluide est ensuite refroidi grâce à une source froide, repassant à l'état liquide et retournant dans l'échangeur de chaleur. Le fluide est donc en circuit fermé. Vous n'avez pas déjà entendu ça quelque part? On a affaire à un fluide qui est mis sous pression, qui reçoit de l'énergie thermique d'un autre fluide, qui restitue cette énergie à une turbine et liquéfiée par une source froide pour refaire ce cycle encore et encore et encore. Ce cycle pressurisation, vaporisation, détente, condensation s'appelle le cycle de Rankine, très utilisé dans la production d'électricité, et plus généralement lorsque vous avez affaire à un fluide et de l'énergie thermique. Bref, récapitulons. Nous avons d'un côté les centrales géothermiques basse énergie qui servent pour le chauffage, et de l'autre côté nous avons les centrales géothermiques à haute énergie qui servent à produire de l'électricité, mais aussi du chauffage. Car lors de la phase de condensation, l'énergie qui n'a pas pu être utilisée dans le cycle de Rankine se transfère dans la source froide, qui donc se réchauffe, et peut être utilisée pour du chauffage. C'est de la cogénération. Alors il existe un troisième type, la géothermie superficielle ou très basse énergie, mais le fonctionnement est très différent des autres, et je préfère le garder pour une prochaine fois. Je le rajoute donc à ma liste des épisodes à faire. Je tiens juste à mentionner une dernière technique nommée EGS, pour Enhanced Geothermal System, ou système géothermique stimulé en français, qui consiste à trouver des roches poreuses dépourvues d'eau, d'en envoyer, de la récupérer une fois chaude pour la réutiliser dans une centrale géothermique. Depuis 2008, une centrale pilote EGS existe en France, à Soultz-sous-Forêt, en Alsace. L'utilisation de la géothermie par l'humanité ne date pas d'hier. Les plus anciens vestiges remonteraient à 20 000 ans, lors de la troisième ère glaciaire, et se trouvent à Nisato, au Japon. L'usage des termes est fortement lié à l'essor des civilisations, comme avec l'Empire romain et ses bains publics, construits au sein des villes, qui étaient gratuits et accessibles à tous, ce qui permettait une grande mixité sociale. En 1818, le français François-Jacques de Lardurel invente un procédé permettant de récupérer la vapeur émise par des bassins d'eau chaude pour l'alimentation de pompes. Mais c'est en 1830 que cette technique sera perfectionnée avec les premiers forages pour avoir plus de vapeur et qui conduiront à la production d'électricité. Cependant, malgré ces recherches prometteuses, le lancement de la production d'électricité par géothermie ne démarra qu'après les années 70, à cause des crises pétrolières. De nos jours, ce sont les États-Unis qui possèdent le plus de puissance électrique installée venant de la géothermie, 29%, suivi par les Philippines, l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande. Du côté français, 2 centrales électriques géothermiques existent, la centrale de Soultz-sous-Forêt, dont je vous ai déjà parlé, et la centrale de Bouillante, en Guadeloupe. C'est quand même cocasse que la ville où se trouve la centrale géothermique s'appelle Bouillante, vu que la centrale utilise de l'eau qui bout, quoi. Bouillante. Le rendement d'une centrale géothermique à haute énergie correspond à la conversion de l'énergie thermique en énergie électrique, et vaut environ 13%, ce qui n'est pas beaucoup. Mais couplé à un réseau de chauffage, donc en faisant de la cogénération, on augmente ce rendement, ce qui est mieux. Voilà qui termine cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube, à Facebook, à Twitter, mais également à Utip si vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous recommande une nouvelle fois le site géothermie-perspective.fr qui est très complet sur le sujet, allant de l'exploration du sol jusqu'à la production d'électricité. A bientôt!